Là, je vais lire la suite du bouquin. Au lieu de filer dans le sang, circulant comme c'est normalement le cas pour un produit soluble, les Smarties quittent le muscle. 50% des particules injectées se retrouvent peu après dans les ganglions lymphatiques. Elles ont donc emprunté les canaux lymphatiques, cette autoroute des cellules immunitaires phagocytes. Les ganglions se vident ensuite et des cellules immunitaires chargées de particules sont détectées en nombre dans le sang avant de gagner la rate. Puis la rate se vide à son tour. Progressivement, les Smarties réapparaissent alors dans le cerveau cette fois, associées à toutes sortes de cellules. Pour l'essentiel des cellules microgliales, ces cellules immunitaires du cerveau, mais aussi des neurones, elles s'y accumuleront lentement au cours des 6 mois suivants. Plus particulièrement localisées dans la substance grise, elles sont toujours recouvertes d'aluminium. La preuve est apportée par l'utilisation de spectroscopie au Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan pour gagner le cerveau. Les particules aluminiques doivent donc nécessairement être d'abord captées par les cellules immunitaires du muscle. Il apparaît également que la faiblesse de la barrière hémato-encéphalique augmente la translocation cérébrale des particules injectées dans le muscle. En d'autres termes, plus la barrière hémato-encéphalique est affaiblie, quelle qu'en soit la raison, génétique ou inflammatoire, plus les particules injectées pénètrent aisément. Il découvre également que les particules introduites dans la substance grise cérébrale n'en sortent jamais. Le cerveau se comporte comme une nasse sans issue. La présence d'aluminium dans le cerveau des souris induit des troubles de la locomotion et comportement. La nocivité n'est nullement proportionnelle à la dose injectée. Bien au contraire, injecter une dose d'adjuvant fortement concentré, vous n'observerez ni élévation de l'aluminium cérébral, ni effet neurotoxique chez vos souris. Remplacez-la par une dose faiblement concentrée, vous constaterez au bout de 6 mois une augmentation de l'aluminium cérébral accompagnée des troubles décrits précédemment. Seules les faibles concentrations d'adjuvants permettant la capture à vide des particules par les macrophages et donc leur translocation vers le cerveau présentent un danger. Les fortes concentrations se relèvent, au contraire, inoffensives. Autre information, les adjuvants aluminiques renforcent la réponse immunologique lors de la première injection vaccinale. Ils n'ont quasi plus d'effet par la suite. Au début des années 1970, mis au point un adjuvant non aluminique, le phosphate de calcium, destiné à remplacer les sels d'aluminium dans le vaccin DTP polio. L'aluminium avait beau être utilisé depuis les années 1920 pour adjuver les vaccins, ce chercheur et quelques collègues pasteuriens, dont le docteur Louis Léry, chef de service du Centre de vaccinations internationales, alerté par diverses études et documents, redoutaient la toxicité de ce métal absent de tous les métabolismes vivants. Le phosphate de calcium présente l'immense avantage de faire partie des composants naturels de l'organisme, puisque nos os en sont remplis, d'être bien toléré, de se résorber facilement et de ne pas induire de proportions d'anticorps médiateurs de réactions allergiques. Quant à ses propriétés adjuvantes, elles sont comparables à celles des sels d'aluminium. C'est ainsi que pendant 12 ans, l'Institut Pasteur fabriqua et commercialisera l'IPAD, Institut Pasteur absorbé surphosphate de calcium, un adjuvant qu'il utilisa dans toute sa gamme de vaccins. Mais en 1985, Pasteur devint Mérieux, et Mérieux, soucieux de simplifier sa production pour réduire ses coûts, résolut d'harmoniser sa gamme de vaccins en renonçant au phosphate de calcium au profit de son adjuvant maison, l'hydroxyde d'aluminium.
Un autre, le DTP sans adjuvant, lui aussi longtemps commercialisé par Pasteur sans que nul ne s'en plaigne, et retiré du marché en 2008 par Sanofi avec l'aval de l'AFSSAPS. Le motif invoqué, une épidémie aussi soudaine qu'inexpliquée de problèmes allergiques. Une part de l'autisme lié au vaccin, le docteur Léo Kanner est un Allemand parti aux États-Unis. C'est un psychiatre. En 1943, l'année même où Hans Asperger soumet à la publication dit Autistiken Psychopathen, publié en 1944. Il écrit et publie un article intitulé Autistic Disturbance of Affective Contact, où il postule à partir de 11 cas d'enfants suivis depuis 1938 que plusieurs troubles qui étaient auparavant dispersés sous des appellations variables ne forment qu'une seule maladie. L'appellation autisme infantile précoce est donnée l'année suivante au syndrome qui porte son nom, l'autisme de Kanner. En 1994, la quatrième édition du DSM a encore élargi la définition de l'autisme en intégrant le syndrome d'Asperger sur l'extrémité plus modérée du spectre. La version actuelle, le DSM-5, est sortie en 2013 et a fondu l'autisme, le syndrome d'Asperger et les troubles envahissants du développement sans plus aucune précision en un seul diagnostic. Les versions antérieures du DSM ne permettaient pas que des enfants reçoivent à la fois le diagnostic d'autisme et celui du trouble de l'attention avec hyperactivité. Le DSM-5 rend possible les diagnostics multiples et la plupart des enfants atteints d'un retard de développement auront de manière systématique un dépistage de l'autisme. Le laboratoire Eli Lilly est l'inventeur du thymérosal, dérivé du mercure. Le thymérosal est un composé organique contenant du mercure, un organomercurial. Depuis les années 1930, il a été largement utilisé comme agent de conservation dans un certain nombre de produits biologiques et pharmaceutiques, y compris de nombreux vaccins. Le thymérosal, qui contient environ 50% de mercure en poids, a été l'un des conservateurs les plus largement utilisés dans les vaccins. Il est métabolisé ou dégradé en éthylmercure et en thiosalicylate. L'éthylmercure est un organomercuriel qui doit être distingué du méthylmercure, une substance apparentée qui a fait l'objet d'études considérables. Le méthylmercure est le type de mercure présent dans certains types de poissons. À des niveaux d'exposition élevés, le méthylmercure peut être toxique pour l'homme. Concernant ses effets après l'inoculation, des expériences sur le modèle animal suggèrent que le thymérosal se dissocie rapidement en libérant de l'éthylmercure puis après le moment de l'injection, et que la biodisponibilité du mercure soit alors comparable à ce qu'elle est après une exposition à des doses équivalentes de chlorure d'éthylmercure, c'est-à-dire que le système nerveux central et les reins sont alors des cibles des composés mercuriels avec au-delà d'une certaine dose des symptômes de défaut de coordination motrice. Des signes et symptômes similaires ont été observés chez l'homme au cours d'intoxications accidentelles. La prévalence des cas d'autisme aux États-Unis est passée de 1 pour 5000 en 1975 à 1 pour 150 en 2002 et 1 pour 68 en 2012. Un enfant sur 59 aux États-Unis en 2014. Ces changements dans la prévalence pourraient être dus à une meilleure identification de l'autisme chez les populations minoritaires. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, qui note malgré tout que l'autisme reste plus susceptible d'être repéré chez les enfants blancs que chez les enfants noirs ou hispaniques. L'augmentation de la prévalence de l'autisme aux États-Unis a augmenté de 150% depuis l'an 2000, souligne ces centres. Pour autant, la meilleure identification de l'autisme ne peut pas, à elle seule, expliquer cette explosion de cas. Certains facteurs semblent augmenter les risques, comme être né de parents âgés de plus de 30 ans, une maladie de la mère pendant la grossesse, des mutations génétiques ou une naissance avant 37 semaines de gestation.
Il s'agit là de vraies influences, mais elles ne suffisent pas à expliquer le taux élevé de prévalence de l'autisme. Selon Walter Zao-Rodney, professeur associé de pédiatrie à l'école de médecine de Rutgers dans le New Jersey, qui a mené l'étude dans cette région. Une étude prospective menée en Californie entre 1997 et 2008 a pour exemple montré que la probabilité d'avoir un enfant autiste augmentait à mesure que le lieu de résidence des femmes enceintes était proche des champs traités au chloryrifos, un insecticide organophosphoré qui interfère avec le système thyroïdien. Aujourd'hui, il n'est plus possible de nier les effets de l'environnement sur ces troubles, explique Barbara Demenex dans un entretien au Monde, biologiste et protagoniste du documentaire Demain, tous crétins. Dans les années 1970, en Sicile, il a été montré que les enfants des mères ayant souffert d'une baisse de production d'hormones thyroïdiennes due à une carence alimentaire en iode avaient des QI inférieurs en moyenne de plus de 15 points à ceux dont les mères n'avaient pas souffert de telles carences. Source. Information.tv5 Monde. Autisme, les États-Unis s'alarment de l'augmentation des cas. Par exemple, Singh 2000 a proposé de nouveaux éléments qui, bien que différents de ceux de Wakefield, relient le vaccin ROR à certains dommages au cerveau pouvant conduire à l'autisme. À partir de tests sanguins effectués sur 140 enfants, 80 autistes et un groupe témoin de 60 sujets. Il conclut que les enfants autistes présentent des anticorps à la protéine de base de la myéline. D'après Singh, la présence de ces auto-anticorps serait en lien avec un processus d'auto-immunité dirigé contre le tissu cérébral. Cette concentration d'auto-anticorps côtoie une augmentation marquée de l'anticorps virus de la rougeole chez 70% des sujets. Le même phénomène ne touche pas les sujets du groupe témoin. Singh conclut que la composante anti-rougeole du vaccin ROR pourrait déclencher une réaction auto-immunitaire chez les enfants autistes, qui nuirait au développement du système nerveux central, entraînant des anomalies typiques de l'autisme. Après avoir examiné de très nombreux cas d'autisme régressif, le docteur Singh a constaté que 93% des cas de symptômes autistiques se manifestent rapidement après les vaccinations. Parmi ces cas, 52% se sont produits après le ROR, 8% après le ROR et le DPT et 33% après le DPT. Seulement 7% des cas ne sont pas survenus, d'après les parents, après un vaccin. Le docteur Singh a signalé que cette étude n'était pas scientifique. Elle n'a qu'une valeur statistique. Selon David Kirby, journaliste au New York Times, ancien correspondant de guerre et auteur du livre Evidence of Harm, Mercury in Vaccines and the Autism, Épidémique, a medical controversy, preuve de préjudice, le mercure dans les vaccins et l'épidémie d'autisme, une controverse médicale publiée en 2005. Il n'y a pas d'épidémie d'autisme. Pour lui, l'épidémie qu'il dénonce est une maladie bien différente. En effet, il admet que l'autisme peut avoir une origine génétique, comme on l'affirme bien souvent, mais que si l'autisme est génétique, les enfants qu'il a rencontrés souffrent d'une autre maladie. Ces enfants ont bien commencé à parler comme tous les enfants, puis soudain, ils n'ont plus jamais prononcé un seul mot. Ces enfants s'éveillent à présent à 3 heures du matin avec des douleurs intolérables, mais ils sont capables de les nommer ou de les situer. Ils ne peuvent garder la nourriture dans leurs intestins irrités ou sont la proie de diarrhées abominables. Alors qu'ils digéraient parfaitement auparavant, je ne crois pas qu'ils soient autistes. Il est grand temps de donner un autre nom à cette maladie. Les enfants américains ont de gros ennuis. 1 sur 6 est incapable d'apprendre. L'asthme, le diabète, les allergies et l'arthrite créent de plus en plus de ravages dans leur corps. Et cette augmentation n'est pas due à un meilleur... qu'est-ce que je raconte?
n'est pas due à un meilleur diagnostic, ni à une plus grande attention, cela ne peut être attribué qu'à un changement radical de notre environnement depuis 10 à 20 ans. D'après David Kirby, il y aurait quelque chose, ou plus exactement des choses, dans l'air, l'eau, la nourriture et les médicaments qui rendent malades les enfants génétiquement fragiles. Il est impératif de trouver ce que c'est. Pour lui, le mercure reste l'un des candidats les plus susceptibles de contribuer à ces désordres de l'autisme, soit seul, soit en combinaison avec d'autres agresseurs environnementaux. L'exposition au mercure tue les cellules du cerveau et peut causer la perte de la parole ou de la vue, des dysfonctionnements digestifs ou auto-immuns, un retrait sur soi, de l'anxiété et des comportements répétitifs d'auto-agression. Aussi, sans doute, devrions-nous laisser les vrais autistes en paix et consacrer nos recherches à l'environnement actuel et à ce qui blesse ces enfants. Selon lui, il s'agit d'une simple erreur de sémantique. Nous appellerions autisme ce qui n'est qu'une maladie environnementale, mais pas l'autisme tel qu'il était défini il y a 50 ans. Et il a décidé d'appeler cette nouvelle maladie Environmentally Acquired Neuroimmune Disorder, ce qui signifie désordre neuroimmuns acquis par l'environnement et qui se résume en anglais par les initiales END, fin, END. Rick Rollins, ex-secrétaire du Sénat de Californie et cofondateur de FEAT, Families for Early Autism Treatment, a joué un rôle important dans la création de l'Institut MINT, qui soigne les autistes. Depuis la fin des années 1990, il travaille sur l'incidence et les statistiques de l'autisme en Californie. Son fils, 8 ans, Russell, a montré les premiers signes d'autisme en 7 mois. Tout de suite, après avoir reçu les vaccins de routine, je sais ce qui est arrivé dans le cas de mon fils. Et après avoir conservé avec nombre d'autres parents, je suis certain qu'il existe une indéniable relation temporelle entre l'émergence de l'autisme et les vaccinations. Claire et Albert Dwoskin sont un couple d'Américains fortunés vivant en Virginie. Leur fils, jusqu'à alors en pleine santé, se mit un jour à présenter des troubles du développement avec régression du langage, de la communication et de l'attention, ainsi que des altérations du comportement social, troubles du spectre de l'autisme. De 1 sur 2500 à la fin des années 80, la prévalence de ce type de trouble autistique chez les enfants est passée à 1 sur 59 aux États-Unis. Elle est de 1 sur 64 en Grande-Bretagne. De 1 sur 38 en Corée du Sud, les Dwoskins ont remarqué la concomitance entre l'épidémie d'autisme et l'augmentation considérable du nombre de vaccins administrés, 69 injections recommandées aux Américains, dont 16 injections adjuvées à l'aluminium dans les 18 premiers mois. En 2012, des chercheurs américains du MIT, Massachusetts Institute of Technology, un institut mondialement réputé, ont publié une étude qui suggère fortement un lien entre l'aluminium des vaccins et le développement de l'autisme. Source mdpi.com. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.